Bonjour, je suis Hugo Benoît, je travaille dans la cybersécurité à travers ma société Bridgehunt, qui réalise de la protection informationnelle à 360 degrés face à des menaces hybrides. Il y a une phrase dans la sécurité informatique que l'on entend, et souvent, qui dit que la sécurité est un échec. On dit ça car on évolue dans un cercle vicieux où les attaquants ont toujours un temps d'avance sur les défenseurs qui deviennent sans cesse obsolètes. On peut considérer la sécurité comme une assurance. C'est quand il y a un problème que l'on sait pourquoi on en a besoin et pourquoi on paye des gens comme moi. On- euh, Ça, c'est mon quotidien. Mais à côté de cela, j'ai fondé plusieurs communautés de milliers de personnes, de plusieurs milliers de personnes, euh, sur la cybersécurité, et notamment quelque chose qu'on appelle l'OSINT, le renseignement d'origine source ouverte en français. Et ces communautés visent avant tout à promouvoir la diffusion de connaissances dans ces domaines, ceci afin de permettre aux individus d'être davantage des acteurs de la société de l'information, lutter contre les fake news ou apprendre à chercher correctement de l'information. Souvent, dans l'espace numérique, on en pense que tout est permis comme un jeu. Euh, on est totalement libre et anonyme. Et cela se traduit par l'idée d'agir dans des conflits, d'agir un peu comme si on avait carte blanche, sans limite et sans conséquences. Ceci est illusoire, car l'espace numérique impacte le réel. Que ce soit des cyberattaques qui visent des infrastructures stratégiques, comme des centrales électriques dans des conflits armés, ou des gens qui subissent du cyberharcèlement, il y a un impact sur le réel. Or, notre liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. C'est un précepte ancestral que tout le monde connaissons tous, qui induit une notion d'éthique. Pourquoi? Car c'est parce que j'ai une considération de l'autre, que j'existe, en tant qu'homme libre et digne, et que je permets à la société de faire sens. C'est pour cela que je viens vous parler d'éthique, car dans le hacking, comme dans la vie de tous les jours, nos choix, nos actions ont le sens que l'on donne par rapport à autrui. C'est ainsi que dans le milieu du hack, on parle de white hat, de black hat, qui sont les bons hackers d'un côté et ceux qui aident la société en fait, et ceux qui ont une éthique qui permet d'élever les individus, et ceux ceux, au contraire, ne voient que leur intérêt personnel et qui tendent à détruire la stabilité du monde d'un certain point de vue. Fonder une communauté en ligne, ou dans ce qu'on appelle le réel, enfin une communauté d'humains, ne peut se faire que lorsqu'on respecte des règles, des comportements et des attitudes par rapport à autrui. Mais aussi, voilà, donc ça se fait dans le rapport à la loi et dans le rapport à autrui. Aristote disait que l'homme est un animal politique. Alors, il ne parlait pas de parti politique, bien entendu. Euh, c'est le sens du bien commun, en fait, qui permet et du collectif, qui nous distingue des animaux. C'est parce que j'ai un rapport à l'autre. L'état animal, c'est l'état de nature. C'est là où le plus petit et le plus faible se voient contraindre par le plus fort et le plus grand. C'est un long débat entre une vision un peu plus anglo-saxonne d'une société autoritaire avec Hobbes, qui pense que l'homme est un loup pour l'homme, et donc il faut un État puissant, qu'il appelle lui le Léviathan, afin de contraindre les hommes à éviter de s'autodétruire. Et une autre vision qui est celle des Lumières, une vision française avec Rousseau par exemple, où l'homme serait plutôt bon par nature, et c'est la société qu'il construit pour se défaire de son état de nature qui le corrompt. Alors nous ne résoudrons pas ce très 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 long débat ici, mais dans les deux cas, en fait, et les deux visions de ce qu'est l'homme, c'est la communauté des hommes, en fait, qui nous détache des déterminismes naturels. C'est parce qu'il y a une société. Ces communautés des hommes ont, dans la vision occidentale moderne, deux objectifs. Celui de rendre les individus libres et plus en sécurité. Non pas en ayant carte blanche, comme on l'a dit précédemment, mais en se positionnant comme des citoyens responsables et en obéissant à des lois, et rien qu'aux lois, quand elles sont justes, et à condition que chacun y obéisse. Alors quel est le lien avec le hacking, vous me direz-vous? C'est que dans le hacking,
Le hacking, c'est un peu comme l'art, en fait. C'est le dépassement de la norme. C'est la possibilité de dépasser le sens commun d'un usage, d'une pratique ou d'un outil. C'est une façon de se libérer du sens préalable et préétabli d'une chose. C'est pourquoi, dans notre société technologique, dans laquelle nous évoluons, il est important de savoir maîtriser l'information et les instruments qui les mobilisent. Le concept du hacker, comme qui traverse les frontières sans répondre de ses actes, avec beaucoup de crypto-monnaies, des millions de crypto-monnaies avec lui, qui se moque des lois et des gens, est un mythe totalement imaginaire et qu'on retrouve dans les cinémas ou autres éléments. Par exemple, lorsqu'on voit que le FBI arrive à identifier des hackers étatiques en Corée du Nord, sachant qu'en Corée du Nord, on ne voyage pas trop à l'extérieur et on n'y rentre pas trop non plus. On peut légitimement se demander qui n'est pas identifiable pour les autorités qui se donnent le temps et les moyens. Les hackers russophones qui sont coupables d'attaques qu'on appelle de ransomware, c'est-à-dire qu'ils piratent les serveurs, chiffrent toutes les données et demandent une rançon à la fin. Leurs cibles sont des institutions, des entreprises, des hôpitaux. Eh bien, ces hackers sont contraints de ne plus voyager à l'étranger. Ils doivent payer des fortunes ou collaborer avec les autorités locales pour leur protection. Ils vont devoir mentir à leurs proches, se méfier de leurs voisins. Ils ne dormiront sans doute pas très tranquillement parce qu'ils savent que ce qu'ils gagnent et les bénéfices qu'ils tirent de leurs méfaits est temporaire. Ça peut s'arrêter n'importe quand. Cette instabilité, ces contraintes prouvent bien qu'en agissant hors de l'éthique, les black hats perdent leur liberté et qui ne sont donc de facto exclus de la communauté des hommes. Donc l'éthique dans le hacking est quand même un élément salvateur pour ceux qui l'appliquent. Elle leur donne la ligne directrice à suivre et la ligne rouge à ne pas franchir, afin de continuer d'évoluer dans un esprit libertaire et émancipateur. Donc, souvent, ce qu'on appelle les GAFAM, c'est-à-dire Google, Facebook, Microsoft, ont tenté de diffuser un message justement libertaire, avec une démarche qui se voulait cool et branchée. Ainsi, ils pouvaient libérer les hommes de chercher l'amour avec Tinder, libérer les hommes de faire soi-même ses courses avec Uber, libérer les hommes de retenir des choses, puisque Google le fait à votre place et il suffit de chercher dans Google. Mais si on peut légitimement se demander alors, si les technologies font tout à ma place, alors que me reste-t-il en tant qu'individu? Et si on fait le bilan de la mondialisation technologique, telle qu'on la connaît, c'est souvent l'écologie et la biodiversité qui sont vues comme en extinction. Mais c'est aussi notre culture, nos habitudes, notre vision du monde, qui est réduite peu à peu, qui est uniformisée. Et c'est la diversité de l'homme qu'on tue à petit feu, en fait. Günther Anders, un philosophe allemand du XXe siècle, a écrit dans son ouvrage, qui s'appelle L'obsolescence de l'homme, plusieurs idées, et dont une qui pense que les individus de la société de l'information verront leur particularisme s'éteindre au crépuscule des outils de communication qui seront omniscients. Autrement dit, les médias de masse créent une culture de masse, qui ne peut que devenir à terme la norme pour tous. Ainsi, sur 7000 langues qui sont actuellement parlées dans le monde, il en restera au moins de la moitié d'ici la fin du siècle. Alors quel idéal se raccrocher? Ou plutôt quelle éthique doit dicter mes choix pour ne pas être esclave d'un système censé me libérer alors qu'en réalité il m'étouffe? Plusieurs systèmes philosophiques émergent de ces questionnements. Ainsi, le plus puissant actuellement, venu des États-Unis, qui est celui, à mon humble avis, un grand danger pour l'homme, je veux parler de transhumanisme, par exemple. Il est souvent entremêlé au courant qu'on appelle libertarien, c'est-à-dire les anarchistes, mais de droite, et constituait la base du soutien de Trump, par exemple.
dans certains événements. Il est souvent... Voilà. Et pour ces courants-là, en fait, ce mouvement souhaite l'avènement d'un post-humain. Un individu augmenté par les technologies qui dépasserait les règles de la nature, immortel et absolu. Il ne répondra plus des choses primitives, mais des outils modernes. Joli programme, me direz-vous. Mais la question se pose. Pour qui ce destin est-il? Regardons par exemple le dernier iPhone. Qui peut se l'acheter à sa sortie? Qui l'a en avant-première? Tout le monde a un téléphone ici dans la salle, mais combien parmi vous ont le dernier modèle? Combien de gammes différentes de téléphones il existe parmi vous? Eh bien, en fait, on pourra se demander légitimement, qui pourrait s'acheter un cerveau bionique? Qui pourra tromper la mort en se faisant pucer? Quelle humanité sera physiquement supérieure et invincible face aux gens du peuple, qui ne seront que de modestes humains? Eh bien, comme par hasard, ce sont les mêmes qui font les technologies. Les élites transhumanistes sont ceux qui dirigent généralement les sociétés qui sont liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ainsi, ces derniers parient plus sur la matière, les outils pour l'avenir, que sur les règles du vivant. Ils privilégient l'intérêt privé sur le bien commun, puisqu'ils savent très bien qu'une petite élite pourra subsister à ces évolutions techniques. Mais aussi, ils préfèrent consommer le monde plutôt que d'être acteurs responsables du bien commun et des générations futures. Alors, est-ce cela l'éthique qui nous sauverait? Est-ce que cela l'alternative au déterminisme de l'esclavagisme moderne? Je ne pense pas du tout. C'est au contraire une position politique qui ne sert pas du tout le collectif. Et si vous m'avez suivi depuis le début, cela ne fait de nous des animaux, car nous aurions un corps bionique, donc non humain, et on ne serait pas un animal politique, car nous ne serions pas politiques, puisqu'il n'y aurait pas d'amour du bien commun, puisque ça serait une minorité qui profiterait de tout. C'est ce qu'on pourrait qualifier en fait d'une mauvaise éthique par rapport à la question technologique. Elle ferait de nous des non-humains au sens propre comme figuré. Ce n'est donc pas forcément la voie la plus belle, la plus juste, la plus vraie pour l'avenir de l'humanité. Alors faut-il rejeter en bloc les technologies comme le font par exemple les courants primitivistes? Faudrait-il un retour aux choses de la terre, cultiver son jardin comme disait Voltaire? Faudrait-il ne pas se soucier du monde extérieur? Bon, pourtant, on serait bien content d'avoir le monde moderne si un jour un membre de notre famille tombe malade ou d'avoir plusieurs outils pour, par exemple, se nourrir correctement. S'écarter de la civilisation moderne pourrait paraître attirant, mais le monde est fini et l'élan du progrès ne nous attend pas. Ainsi, cette fuite et ce retrait du monde moderne ne se ferait que creuser l'écart et de la distinction entre le reste de la population technologique et les gens qui la refusent. Alors que faire? Comment se libérer, garder une éthique positive et évoluer dans un cybermonde qui bouge sans cesse? Ce sont des questions que je me suis posées, que j'ai partagées là avec vous, et qui m'ont poussé à m'interroger, à me remettre en question sur mes propres pratiques. Ça m'a permis de me poser des questions, mais aussi d'agir. C'est pour cela que j'ai construit des communautés de diffusion du savoir sur ces technologies et sur le monde de l'OSINT ou du hacking, pour permettre ce qu'appellent certains une forme d'éducation populaire sur les technologies informatiques. Car à mon sens, c'est bien la connaissance et la maîtrise de l'information qui libérera les hommes et en fera des citoyens responsables au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Merci.